Eh bien, on va y aller. On va partager l'écran. Voilà, c'est fait. Alors, le Zantex, c'est un matériau qui n'est pas né de nulle part, qui provient des matériaux utilisés dans l'industrie aérospatiale et militaire. C'est un matériau qui est fait de fibres de verre dans un réseau tridimensionnel, dans une matrice de polymère. L'avantage, outre les propriétés mécaniques que nous allons voir dans un moment, c'est une adhésion parfaite à tous les matériaux composites, mais aussi aux bases acryliques et même à la céramique et au métal. Les indications que nous avons sélectionnées pour le moment, c'est la fabrication d'armatures pour faire des restaurations prothétiques sur un plan. Alors, bien sûr, c'est un matériau qui est approuvé FDA CE. Pour cela, tous les tests de toxicité, cytotoxicité ont été réalisés et ont été prouvés négatifs. Et nous allons voir maintenant les propriétés mécaniques. En fait, c'est ce qui est de plus intéressant dans cette communication pour bien comprendre comment le produit va se comporter une fois en situation clinique. Nous avons le Zantex dans la colonne de droite en vert et nous allons le comparer à différents matériaux, mais aussi à des tissus dentaires, l'os cortical et la dentine. Le premier élément, c'est la résistance à la traction. Comparé au PMMA, polyméthylmétacrylate, vous voyez que le Zantex est à peu près 7 à 8 fois plus résistant. Et par rapport à l'os cortical, il est 4 fois plus résistant que l'os cortical. En flexion maintenant, l'os cortical est à 90 mégapascales, le PMMA à peu près pareil, le Zantex est 7 fois plus résistant à la flexion. Donc, c'est un matériau qui est très, très solide. Le module élastique, l'os cortical, qui est toujours notre étalon, PMMA, très insuffisant, 3 fois moins, 3-4 fois moins que l'os cortical. Le Zantex, lui, est 2 fois et demi la valeur de l'os cortical ou 10 fois celle du PMMA. En compression, la valeur est encore plus remarquable. Par rapport à l'os cortical, on est à 4 à 5 fois la valeur. Et par rapport au PMMA, on est à plus de 10 fois, 10-12 fois la valeur de la résistance à la compression. Et c'est un matériau qui est très léger, qui est très peu dense. On a une densité autour de 2 grammes par litre, grammes par centimètre cube, je veux dire. Et c'est à peu près la densité de l'os cortical, et c'est à peine plus que le polyméthylmétacrylate, la résine acrylique. Si on compare maintenant avec la zircone, bien on voit qu'à la traction, le Zantex est encore plus résistant que le zircone. À la flexion, 1200 mégapascales la zircone, on n'en veut absolument pas. Ce chiffre, c'est un point très négatif cliniquement parce que c'est un matériau qui est tellement rigide qu'il n'amortit aucun impact. Tous les impacts sont transmis. Ils sont transmis à la structure prothétique et aux implants sous-jacents. Donc, le Zantex à 650, c'est largement suffisant. Le module élastique, c'est la même chose. Aucune élasticité possible. Le zircone ne bouge pas, il casse. Tandis que le Zantex, avec un module élastique, on est à peu près à 2 fois l'os cortical et on est dans le même chiffre, dans le même ordre de grandeur que la dentine. À la compression, même réflexion. 2000 pour le zircone, personne n'en veut. Déjà 920, c'est énorme, comme nous allons le voir, c'est déjà supérieur à la valeur du chrome cobalt. Et l'avantage, c'est qu'il est 3 fois plus léger,
3 fois et demi plus léger que la zircone. Voilà ce que je disais par rapport au chrome cobalt. Donc, on va rapidement. Comme vous le voyez pour la compression, le Zantex est 2 fois plus résistant que le chrome cobalt à la compression. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous prenez une armature en Zantex, la même armature en chrome cobalt, vous prenez un gros marteau, vous tapez sur le chrome cobalt, ben vous savez ce qui va se passer avec le métal. Vous allez la déformer complètement. Le Zantex, il ne va même pas bouger. C'est une petite chatouille et une densité 4 fois moindre. Et par rapport à ces nouveaux matériaux, le PIC et le Pectone, vous voyez aussi la supériorité physique et mécanique du Zantex avec un grand plus, c'est que ces matériaux, PIC et Pectone, n'ont aucune adhésion. Ce sont des matériaux anti-adhésifs, ce qui est un peu gênant quand on veut coller des matériaux cosmétiques dessus. Donc, je pense que ces matériaux vont simplement disparaître du marché dentaire parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Bien sûr, tous ces chiffres, toutes ces valeurs ont été faites selon des tests normalisés en fonction de chaque matériau. Voici quelques images réalisées en microscopie électronique à balayage. Vous voyez ici ces images qui sont issues d'un article publié l'été dernier. Vous voyez ici sur cette image, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Oui, oui, on voit. Très bien. Donc, vous voyez ici, c'est un grossissement de 1000 fois. Vous voyez ici les fibres longitudinales et ici les fibres transversales. Vous les voyez en couple, là, les petits ronds. À plus fort grossissement, vous voyez les fibres transversales avec le polymère derrière et ici en coupe, l'arrangement de fibres. Ça, c'est un test de fatigue. Vous avez 2 implants avec une armature Zantex, reliée par une armature Zantex, recouverte de composite GC. Et le test de fatigue, une fois que ça casse, montre que seul le composite casse et l'armature de Zantex reste intacte. Ce qui a pour conséquence clinique, évidemment, la réparation très simple. Vous savez que si la même chose se passait avec un bridge en zircone, par exemple, ben il faut tout refaire. Très difficile à réparer autrement. Le matériau est disponible sous 2 formes, sous forme de disque pour différentes fraiseuses et sous forme d'arche ou d'arc. Et chaque forme a des indications bien précises. L'arc est né à l'origine pour les laboratoires qui n'ont pas encore accès au flux numérique, qui travaillent avec leurs flammes, leurs cires, leurs fraises et leurs pièces à main, et les moyens du XXe siècle, disons. Et vous allez voir qu'on peut quand même faire des choses qui sont assez intéressantes, parce que les disques, c'est pour le flux numérique. Nous le verrons en détail dans quelques minutes. Alors, voilà comment on peut travailler avec les arcs. On part d'un modèle diagnostique qui, bien sûr, servira à faire un guide scanographique et éventuellement un guide radiologique, un guide chirurgical pour placer les implants idéalement. Une fois que les implants sont placés, voici le maître modèle, les cylindres en titane. Et le but, c'est de forer cet arc pour très précisément pouvoir coller les cylindres titane. Et nous allons ensuite modifier cet arc et l'incorporer dans un bridge. Nous allons voir comment. Donc, la première des choses, c'est de coller les cylindres titane sur cet arc.
Alors, il suffit de cylindriser les cylindres en titane, et les cylindres en titane et d'appliquer le primeur. Il y a différents matériaux sur le marché qui permettent de faire ça, hein. Et une fois que nous avons solidarisé les cylindres en titane, nous avons maintenant une structure rigide transvissée sur un plan. Nous marquons au feutre ce que nous devons réduire et nous vérifions, grâce à une clé en silicone qui préfigure le volume des futures dents prothétiques, ça permet de voir que nous ayons réservé suffisamment d'espace aux matériaux cosmétiques. Nous commençons la réduction rapide avec une meule en carborandum et nous terminons avec la pièce à main. Une fois que nous avons réduit l'arc en Zantex à un volume suffisant, nous avons deux techniques pour y appliquer les dents. Soit une mise en moufle classique avec des dents du commerce, soit injecter directement du composite. La première technique, très simple, c'est une technique séculaire maintenant, qui permet de mettre en moufle la même technique que la prothèse totale. Ici, on injecte de l'acrylique blanc. Et voilà le bridge à peine démouflé. Il suffit juste de l'ébarber, de le polir, de rendre convexe les zones de pontique et à lui donner la forme avec un profil d'émergence adéquat. Vu que c'est une mise en charge immédiate, ça servira à la cicatrisation des tissus mous. Et voilà le bridge provisoire terminé, juste vraiment quelques heures après avoir posé les implants, sans aucune aide numérique, quelle qu'elle soit. La seconde version, qui consiste à injecter du composite sur l'arc qui a été modifié, on se sert de la matrice en silicone et on injecte directement à l'intérieur de la matrice le composite. On place du composite aussi là-dessus. On emboîte les deux pièces. On polymérise. Et voici ce que ça donne, brut de décoffrage avec un seul composite couleur dentine. Pour le rendre un petit peu plus joli, il suffit de réserver l'espace pour pouvoir le stratifier. Et nous allons appliquer les couches d'émail pour arriver à un bridge provisoire qui ressemblerait à ça. Et ça, c'est vraiment fait au fauteuil ou dans la pièce attenante pendant que le patient se repose de la chirurgie. Et 2-3 heures après, il part avec ce bridge rigide, fonctionnel, vissé sur les implants, parfaitement passif. Donc, c'est nettement mieux que de laisser le patient partir sans dents ou de partir avec une vieille prothèse totale rebasée avec un soft line. Donc, comme vous l'avez compris, cet arc permet de confectionner des bridges provisoires extrêmement rigides sur des implants. Pourquoi provisoire? Provisoire parce que le maillon faible n'est pas l'arc de Zantex. Le maillon faible, c'est le composite qui est dessus, parce que ce composite et ces dents du commerce ne sont pas faits pour supporter de telles épaisseurs de matériaux. Nous avons eu la demande de laboratoires qui utilisaient beaucoup cette technique et qui ont voulu l'optimiser. Ils nous ont demandé s'il n'était pas possible de fraiser ces disques dans une fraiseuse avec un flux numérique. Donc, nous avons réfléchi et nos ingénieurs ont réfléchi à la question et ils ont produit ceci, qui est un faux disque de 18 mm qui permet de bloquer à l'intérieur un arc Zantex. Voici la nouvelle version de ce disque, voilà, donc qui s'ouvre. Il n'y a absolument aucune vis, tout se clique. Et dans le software de nesting, voilà ce qui apparaît. Et ça permet donc
de positionner la pièce de renfort que vous voyez en bleu, et la fraiseuse va décolleter tout autour pour ne fraiser que cette pièce que vous voyez en bleu ici. Donc, la différence par rapport à la version complètement manuelle et non numérique, c'est que ce fraisage va se faire extrêmement rapidement, en une quinzaine de minutes, et les trous seront forés d'une manière extrêmement précise. Ce qui est très intéressant parce que ça réduit la taille du joint entre le cylindre titane et le Zantex, donc qui accroît d'autant sa rigidité et sa solidité. Voilà, maintenant, nous allons attaquer la partie 4CAM, CFAO. Donc, le disque est usiné à partir d'un projet Exocad sur une machine 5 axes du marché. Il y a de nombreuses machines. Les marques principales sont Harman Gearbach, Roland, Zirconzan, etc. Il y a de plus en plus de marques sur le marché aujourd'hui. Ça peut être fraisé aussi bien en sec qu'en humide. Et certaines marques comme Roland ont un programme spécifique de fraisage pour le Zantex. Harman Gearbach n'en a pas encore. Donc, le programme qui se rapproche le plus, qui fonctionne très bien, c'est le programme PIC. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, pratiquement tout ce qu'on peut faire en prothèse sur implant, c'est-à-dire du All-on-4, du All-on-6 avec des dents du commerce. Aujourd'hui, ça représente encore une bonne partie de l'activité de la prothèse sur implant. Mais plutôt que de les énumérer, on va les voir directement une par une. Voici la première solution. Donc, comme je l'ai dit, c'est une mise en moufle classique. C'est exactement ce que l'on fait depuis 30 ans. La seule chose qui change, c'est qu'on n'utilise plus de chrome cobalt. Il est remplacé par une armature usinée Zantex. Donc, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de coulée, il n'y a pas de grattage. Tout se fait à froid. C'est une filière. Aux États-Unis, on appelle ça, mais en français, ça ne sonne pas bien, mais ça se traduirait par la filière du froid parce que tout est fait à froid. Il n'y a absolument pas de four, pas de chaleur intense. La seule chaleur, c'est celle du moufle. Voici un autre cas, vous voyez, qui est très, très bien exécuté avec énormément de qualité artistique. Et là, c'est un praticien qui est dans le centre de la France, vers Grenoble. Et avant, il faisait ce genre de bridge sur un plan sur une armature chrome cobalt. Il le fait maintenant sur l'armature Zantex. Voici d'autres cas cliniques d'un laboratoire d'Antibes. C'est un cas du docteur Petitbois. Pareil, il y a 1001 interprétations possibles. La seule différence, c'est qu'on n'utilise plus le chrome cobalt, on utilise le Zantex. Voilà comment on peut interpréter aussi l'armature. Vous voyez une partie avant d'être habillé avec les dents du commerce. Voici un autre cas qui est très intéressant de mon ami le docteur Gérard Scortesi. Il avait une patiente qui avait ce bridge depuis longtemps, avec des implants vraiment minimum, c'est de l'implantologie basale, ce ne sont pas des implants, c'est pas quelqu'un qui a vraiment toute sa structure squelettique, on ne peut pas mettre des implants de 13 mm et en mettre 14. Donc, la patiente se plaignait que quand elle mastiquait, elle ne se sentait pas en grande sécurité. Il a remplacé la prothèse, il a refait pratiquement la même, mais en neuf. Mais au lieu d'utiliser du métal, il a utilisé une armature Zantex. Et la patiente était absolument ravie. Elle se sentait beaucoup plus sûre, beaucoup plus sécure pour pouvoir mastiquer.
La deuxième option, c'est d'utiliser déjà plus d'usinage et moins de main-d'œuvre humaine pour usiner deux structures. Usiner une structure en PMMA, qui est une coquille des futures dents prothétiques, et une structure en Zantex qui va être l'armature, le noyau de ce bridge. Ensuite, il suffit de coller l'un sur l'autre et de les caractériser pour rendre cela un petit peu plus esthétique. Et voilà ce que ça donne à la fin. C'est un laboratoire italien. La troisième technique, ben, en fait, c'est la même chose que la première, mais légèrement dérivée. Au lieu d'utiliser un moufle en plâtre, on utilise un moufle avec un couvercle en silicone transparent et on va faire un duplicata du bridge provisoire. Donc voilà ce que ça donne. En vert, vous avez l'écran, c'est le CAD, et en blanc, vous avez la réalité clinique que nous allons suivre jusqu'à sa réalisation. Et comme vous le voyez, le bridge de 12 éléments ne pèse que 7,7 grammes. Voici le haut et le bas. Il a été fait d'abord le haut et ensuite le bas. Voici un autre cas fait selon le même principe, c'est le même laboratoire. Donc voici ici la structure usinée, à peine sortie de la fraiseuse. Après collage des cylindres en titane. Voici les cylindres titane collés. La première injection avec le composite couleur dentine. Et maintenant, il suffit de faire la place pour stratifier. Et le tour est joué. Voici le cas terminé. Alors, bien sûr, il y a des instructions qu'il faut suivre. Comme tous les matériaux, pour ne pas avoir de problème, il faut respecter ces instructions. C'est-à-dire l'épaisseur minimale des murs de Zantex doit être de 6/10 de millimètre et la dimension idéale des connecteurs doit être de 3 mm vestibulo-lingual, 5 mm dans le sens de la hauteur. Et ça, c'est pour avoir les propriétés mécaniques que je vous ai montrées au début. Une fois que l'usinage est terminé, un léger sablage à l'alumine pour nettoyer la pièce, qui sera perfectionné avec la vapeur sous pression, éthanol pour sécher, et ensuite le primeur avant l'application du composite ou de monter les dents du commerce. Les zones exposées doivent être couvertes de composite. Pourquoi? Non pas que le matériau ait quelques problèmes que ce soit, c'est uniquement pour un problème de topographie. Comme le matériau, le Zantex est un composite lui-même, il est fait de fibres de verre et de polymère, ils n'ont pas la même dureté. Donc, il est impossible de le polir miroir. Donc, pour éviter cela, une fois que le cas est terminé, les zones exposées seront glacées d'un petit coup de pinceau et polymérisées avec un matériau du type OptiGlaze. L'avant-dernière solution clinique, c'est de préparer une armature en Zantex en forme de thimble et d'usiner des dents en céramique unitaires qui seront collées sur cette armature en Zantex. La fausse gencive est réalisée en composite. Et donc, effectivement, c'est très, très beau parce que vous avez des dents en céramique individuelle. Le Zantex a une certaine translucidité. Et surtout, en cas de fracture d'une dent en céramique, il suffit juste de refaire cette dent en céramique et pas de refaire tout le cas comme s'il s'agissait d'un bridge en zircone.
Ça, c'est un cas de mon ami le docteur Chatkin dans l'État de New York, qui réalise énormément de ces bridges, dans ce cas sur des mini-implants. Voilà ici de près avant d'appliquer la fausse gencive. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on peut optimiser le flux numérique pour ne travailler qu'en numérique, pour vraiment réduire la main-d'œuvre humaine à la portion congrue. Pour cela, nous partons d'un cas réalisé avec un logiciel du type Exocad ou 3Shape ou peu importe, comme si nous faisions un full zircon ou un full PMMA. Et à partir de là, avec un autre logiciel, nous allons transformer ce fichier en deux fichiers. Un fichier qui va être un bridge avec un logement qui va permettre de coller un renfort en Xantex. Voici le renfort Xantex qui est incassable pratiquement et qui sera ensuite collé à l'intérieur du bridge ainsi que les cylindres en titane. Alors ce renfort peut être lingual, comme vous l'avez vu ici. Voilà, ici il est lingual, donc tout le reste c'est du PMMA. Le PMMA, dans ce cas, l'avantage, c'est qu'il va être imprimé, non pas fraisé. Il existe aujourd'hui des résines PMMA qui sont les mêmes matériaux que les dents du commerce, qui contiennent 60-70% de céramique, donc qui sont extrêmement esthétiques, extrêmement résistants à l'abrasion. Et ça permet de réaliser ce cas vraiment en 2 heures de temps, ce qui défie toute concurrence. Alors, j'avance un peu avant de parler plus en détail. Alors, le renfort peut être aussi effectué selon deux autres axes. Ça, c'est un renfort biaxial. Donc, comme vous le voyez, il ne reste que la face vestibulaire et les faces occlusales en PMMA. Et tout le reste va être réalisé en Xantex, que vous voyez ici en plus foncé. Et bien sûr, les cylindres titane qui vont bloquer tout cela. La troisième architecture possible, c'est une structure biaxiale qui permettrait, à partir de ce bridge initial, de préparer une cavité qui est axiale, qui est dans le sens des implants, et qui sera collée et ensuite bloquée avec les cylindres en titane. Donc, vous voyez une structure Xantex qui est extrêmement rigide, massive. C'est impossible à casser une structure de ce genre. Donc, quel est l'avantage de tout cela, en fait? C'est d'abord d'aller très vite. Vous pouvez fournir le bridge au patient en quelques heures. Et c'est un bridge qui est parfait, tant sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel et de rigidité. Alors, est-ce que c'est un bridge permanent? Réfléchissons une seconde. Si vous extrayez des dents à un patient, que vous posez des implants et que vous lui posez un bridge, il faudrait être drôlement gonflé pour lui dire que vous lui mettez un bridge permanent. Parce que ne serait-ce que son occlusion va se modifier dans le temps. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, on ne peut que lui promettre un bridge provisoire de longue durée. Entre parenthèses, c'est ce que l'on disait il y a 30 ans quand on commençait à faire des bridges mis en charge immédiate avec l'armature en chrome cobalt. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc, on disait aux patients, ce sont des bridges provisoires de longue durée. L'expérience nous a montré que ça fonctionnait très, très bien. Et que, en fait, beaucoup de ces patients ne revenaient jamais pour
faire leur upgrade en céramique. Je pense que ça sera exactement la même chose avec cette technique. Alors, ce qui est très important dans tout cela, c'est de comprendre qu'il y a des temps chirurgicaux, des temps prothétiques. Il y a un facteur qui est incompressible, c'est celui d'établir la dimension verticale, la forme d'arcade et l'occlusion. Alors, idéalement, cela doit être fait bien avant de poser les implants, au moment de l'examen pré-prothétique. Ça permet d'avoir, parce que ces logiciels comme Exocad Reshape fonctionnent avec des layers, avec des couches successives. Donc, une fois que vous avez établi le volume extérieur final, de l'esthétique que vous recherchez, de la fonction et de l'occlusion, mais il vous suffit, avec un guide, une coquille ou quoi que ce soit, une fois que vous avez posé les implants, de valider cela, de bloquer cette coquille sur les implants. Vous allez vous servir de ça pour relever votre empreinte. Cela avec une empreinte physique en silicone ou une empreinte numérique, peu importe. Et ça, c'est le temps t égale 0 auquel vous avez dans votre ordinateur toutes les données pour pouvoir construire votre bridge. Et ce temps t égale 0, une fois que vous avez tout, vous démarrez le chronomètre, 2-3 heures après, vous pourrez livrer le bridge. Donc, le corollaire de cela, c'est que si vous avez placé vos implants et uniquement à ce moment-là, vous commencez à vous gratter la tête pour dire « Ah, ben maintenant, je vais établir l'occlusion, la dimension verticale, faire mon essayage esthétique », ben, vous perdez un temps précieux et pendant ce temps-là, votre patient n'a pas son bridge. Donc, il n'y a rien de nouveau à cela. Ça fait 30 ans que je dis la même chose, que je dis qu'il faut travailler dans ce sens-là. Je n'ai rien inventé. Déjà, Carl Misch écrivait dans son premier livre que l'implantologie est une discipline largement prothétique avec un petit composant chirurgical. Je le crois de plus en plus tous les jours. La chirurgie, c'est de la rigolade, surtout quand on fait de l'implantologie vissée. Comme disait Linko, que j'ai très bien connu, il se moquait quand il faisait des conférences et il disait, vous êtes allé au Bronx? Vous avez déjà vu le zoo du Bronx? Il y a un gorille là-bas qui s'appelle Joe, c'est incroyable tout ce qu'il sait faire. Il sait compter, il sait faire plein de tours. Si vous lui montrez comment on fait un trou avec un forêt et mettre un implant vissé, je suis sûr qu'il le fera mieux que la plupart d'entre vous. Bien sûr, c'était une boutade, mais la réalité, c'est que l'implantologie, c'est une discipline prothétique avec un composant chirurgical et pas l'inverse. Donc, si vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs, eh bien, vous aurez de très bons résultats, prévisibles, et vos patients seront extrêmement satisfaits parce que vous pourrez les équiper en un temps record dans des conditions optimales. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci de votre attention. Merci Thierry pour cette belle présentation très claire comme d'habitude. Je vais réactiver les micros pour demander la réactivation des micros plutôt pour les questions, s'il y a des questions. Pour ma part, le recul que tu as, je crois, c'est 7 ans à peu près, 6-7 ans sur Oui, le matériau, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Bon, donc, je demande la réactivation des micros. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, ça a été très clair. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions dans les discussions. Effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les implants, c'est une belle chose, mais si on n'est pas dans l'axe prothétique ou on n'envisage pas tout l'aspect prothétique en amont, ça devient très compliqué, l'implantologie. Donc, effectivement, le patient, il veut avant tout des dents. Donc, un projet prothétique. On est bien d'accord.
Donc, apparemment, pas de questions. En tout cas, c'était très clair encore une fois. Je te remercie. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'effectivement, la société Visi dispose également de toute la force commerciale, technico-commerciale. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit nous contacter directement via les sites internet des sociétés Visi, Easy Implant et Victoria Implant. Et également, et surtout, n'hésitez pas à solliciter toute la force de vente pour, si vous avez des questions, ils sont présents et à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour les prochains événements également, aussi, il y a un congrès cette semaine, le congrès de la SFCO qui se déroule à Aix-les-Bains. Un congrès intéressant, effectivement, qui parle de la régénération osseuse, pardon. Donc, on est plutôt sur l'aspect chirurgical, mais surtout moduler aussi la densité osseuse, comment on peut faire ça. On verrait également les techniques pour ce faire. J'attends les questions. Apparemment, ça ne vient pas, donc je continue. Également, demain soir, nous retrouvons le docteur Alain Ancel, donc là, plutôt pour la chirurgie, mais je crois que le docteur Ancel utilise également le Zantex pour ses restaurations prothétiques. On parlera aussi d'alternatives dans ce Zoom à 19h, webinaire plutôt à 19h, d'alternatives aux greffes osseuses avec l'implantologie basale, effectivement, dans des cas de forte ou de très forte résorption osseuse. La greffe est parfois compliquée, voire même peu envisageable. Et donc, le docteur Ancel nous montrera à travers son expérience, son recul clinique à moyen, voire à très long terme, puisqu'il a quand même plus de 20 ans, 25 ans même d'expérience, les cas cliniques. Également, nous aurons le docteur Vermeulen qui nous présentera les implants ptérygoïdiens, un très bon ancrage primaire. On retrouvera aussi le docteur Augustin Lerobourg sur l'activation ostéogénique et les docteurs Pierre et Mathieu Bravetti sur les kystes osseux des maxillaires. Je crois qu'il n'y a pas encore de questions, donc je vous remercie en tout cas pour votre participation. Thierry, merci encore de ta présence et pour la clarté de tes Merci. explications sur ce matériau et ce partage d'expérience et de savoir. On te remercie et puis je vous dis une très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir.